Reprendre. Je vois que j'ai une certaine influence sur la salle et je m'en réjouis. Notre deuxième session est dédiée au sport, stade intelligent, entraînement individualisé, data analyst, vêtements connectés. Dans le domaine du sport, l'innovation est omniprésente et si les professionnels sont désormais perclus de capteurs, les amateurs désireux d'améliorer leur performance ne sont pas en reste. Comment faire pour tirer profit de toutes ces innovations, détecter et former les champions de demain ? Nos invités nous livrent un état des lieux du sport en 2018 en se fondant sur leurs expériences. Merci de réserver un bel accueil à Didier Lacroix, ancien international français au sein du 15 de France de rugby, actuel président du Stade toulousain. Il y aura Nadia Pelfig, vice-présidente de la région Occitanie, en charge du développement économique, de la recherche, de l'innovation et de l'enseignement supérieur. Frédéric Michalak, qu'on ne présente plus, et Sandra Forgue, sacrée championne olympique en canoë biplace en 96 à Atlanta et présidente du conseil d'administration du CREPS de Toulouse. C'est Sébastien Le Foll, directeur de la rédaction du Point, qui mènera les débats. On les applaudit. Bonjour. Alors, merci d'avoir préféré ce débat à votre footing du samedi matin. Alors, on a une belle brochette à la fois de sportifs, de politiques. On va se demander comment on peut maintenant former les champions, alors ceux d'aujourd'hui et de demain. On pourrait se dire, mais comment est-ce qu'on peut, il y a vraiment une différence? C'est la première question que j'ai envie de poser là aux grands sportifs qui sont parmi nous par rapport à leur début dans la compétition. À vous, par exemple, Didier Lacroix, est-ce que, par rapport à vos débuts, à vous, est-ce qu'on forme vraiment différemment un rugbyman aujourd'hui? Oui, évidemment. On a largement progressé dans la préparation physique. Non pas qu'on ne se préparait pas au début de notre carrière, mais on était avant tout préparé sur des données certainement plus liées à l'expérience de nos entraîneurs, notamment ceux qui avaient fait de l'athlétisme, puisque les préparateurs physiques à ce moment-là sont venus du monde de l'athlétisme, qui est un sport qui nécessite beaucoup plus de préparation au départ que le nôtre. Et puis petit à petit, notamment sur l'arrivée du numérique, on est venu avec des données beaucoup plus précises. Et aujourd'hui, les sport science, puisqu'il faut utiliser le mot savant, sont arrivés dans l'encadrement de nos entraîneurs, enfin aux côtés de nos entraîneurs, et sont une donnée à part entière dont tout le monde prend compte pour pouvoir prendre cette préparation. Vous, Frédéric Michalak, qu'est-ce que vous avez noté comme grande différence? Est-ce que la technologie a aujourd'hui pris vraiment le pas dans l'apprentissage sportif? Oui, bonjour à tous. Il a pris le pas dans le quotidien déjà. Je crois que les joueurs aujourd'hui ont une obligation de répondre à des tests via Internet, via une plateforme qui leur permet déjà de voir leur état d'esprit, leur état physique, moral, et à partir de là, ces données sont exploitées, sont enregistrées, et ce qui permet aux préparateurs physiques de pouvoir en prendre en compte et préparer un entraînement en fonction de ce joueur-là. On a aussi l'apport de laboratoires qui viennent faire des tests pour calculer l'état physique aussi des joueurs, pour essayer d'anticiper la blessure. Donc, et que l'approche scientifique qu'il y a à l'entraînement a amené énormément de savoir et d'éviter de faire des erreurs surtout. C'est-à-dire liées à la blessure, liées à la prévention. Ça a permis vraiment de détecter des surfatigues, des surentraînements ou des sous-entraînements. Donc je crois qu'il y a moins de casse qu'avant en fait sur toute la partie des athlètes de haut niveau, et surtout quand on arrive sur les préparations finales pour les Jeux Olympiques, on est tous très tendus, tous à fond, et c'est là que les blessures peuvent arriver. Donc ça a amené énormément de choses, mais c'est pas avec la technologie que vous faites l'état d'esprit, c'est pas avec la technologie que vous faites un cerveau qui au millième de seconde va réagir comme il faut. C'est un tout, et ce tout-là, il est aussi un contexte de préparation où on se sent bien, on se sent en confiance. La confiance, c'est pas avec la technologie non plus que vous l'avez. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus
complètement balayer tout ce qui se faisait avant, tout ce qui se faisait en termes de préparation mentale classique, on va dire, tout simplement pour rendre les athlètes dans un contexte où ils vont se sentir très forts. À très très haut niveau, il suffit d'un petit grain de sable pour que ça bascule. On le voit avec les marins à la route du Rhum, on le voit au dernier moment sur des matchs où en 2 secondes, il se passe un truc, on ne comprend pas pourquoi. Et tout ça, ce sont sur les années que ça se calcule. La technologie peut amener beaucoup de choses, mais il faut aussi que l'innovation passe par le bien-être de l'athlète. Et aujourd'hui, malheureusement, on a voulu centraliser le sport sur des sites bien précis où il y avait la technologie, il y avait les entraîneurs et tout ça, mais on a souvent déplacé des athlètes qui étaient très bien là où ils étaient, mais au lieu d'amener la technologie là où ils sont, on les a amenés là où était la technologie, ou le savoir. Et je crois qu'il faut réfléchir aujourd'hui à un autre mode si on veut amener des champions olympiques de demain, d'autant plus que les finances publiques aujourd'hui ne permettent plus d'amener énormément de gens sur ces centres. On va y venir, oui. Et peut-être qu'il va falloir réfléchir autrement. Mais est-ce que là, j'interroge à nouveau les sportifs que vous êtes, est-ce qu'aujourd'hui, la technologie, hein, les datas, les données que l'on récolte sur les capacités sportives ne créent pas des normes qui vont nous faire peut-être détecter, choisir des jeunes talents qui vont répondre à ces normes, et on va peut-être passer à côté. On a tous connu des carrières, on a vu des carrières sportives un peu imprévisibles, des gens qui jeunes n'étaient pas forcément, aujourd'hui s'ils avaient été détectés à l'aide des nouveaux outils, n'auraient pas fait la carrière qu'ils ont pu faire ensuite. Est-ce que là, ça n'écarte pas d'emblée un certain nombre de profils physiques ou autres, Didier Lacroix? Du moins, je ne l'espère pas. La dimension humaine, et Sandra le disait à l'instant, est prépondérante. Et je crois qu'actuellement, dans le monde du sport, on ne se trompe pas. Aucun de nos entraîneurs plonge uniquement dans la data au risque de passer à côté du ressenti. Alors effectivement, on se sert de la donnée numérique pour repérer nos joueurs, pour faire simple, avec un GPS qu'ils ont dans le dos, non pas pour les repérer en boîte de nuit le soir, mais plutôt pour les repérer sur le terrain. Heureusement d'ailleurs, Fred, qu'ils l'ont pas sur toute la journée. Mais effectivement, on les repère sur le terrain et on essaye de mettre en adéquation la préparation qui est prévue pour eux et les limites qu'ils ne doivent pas dépasser. Ça s'arrête là. Après, un GPS, ça n'a jamais dit Fred Michalak a fait un bon match ou un mauvais match. La data, proprement parlé, elle est véritablement à toucher avec de la délicatesse quand on est entraîneur, parce qu'on peut tomber dans le monde de l'individualisme. Et celui qui sort d'un match avec a priori des bonnes stats, qu'elles soient liées à la donnée numérique du GPS parce qu'il s'est beaucoup déplacé ou au nombre de ballons touchés, si on ne la corrèle pas avec son efficacité, on passe complètement à côté du résultat escompté. Le joueur peut penser qu'il a fait lui un bon match et se foutre de l'efficacité collective de l'équipe, et là on est complètement à côté de la plaque. Frédéric Michalak. Oui, c'est le risque. De toute façon, aujourd'hui, pour parler par exemple de l'équipe de France, il y a des données qui sont utilisées pour détecter et des normes à avoir pour pouvoir accéder au plus haut niveau. C'est le risque qu'on peut passer à côté de certains joueurs qui ont un certain talent, qui ont une vision du sport qui est différente, une autre façon de penser, et qui peuvent apporter sur le terrain ce petit grain de folie qu'on ne retrouvera pas dans les datas et dans les différentes analyses. Maintenant, elles permettent aussi de pouvoir développer ses performances, elles permettent d'avoir un suivi. Et c'est important aujourd'hui, en tout cas dans les clubs, mais aussi en équipe de France, d'avoir ces données pour avoir le suivi du joueur et pour lui permettre en tout cas de réussir au plus haut niveau. Alors il y a une question la plus politique qui touche le monde sportif, on le voit bien, son évolution, alors c'est notamment d'abord ça a commencé avec le football, il y a une économie du foot en plein développement, et notamment un marché aux jeunes talents qui, on dit parfois que ça relève presque d'une sorte de traite et autres, qui s'est un peu généralisé à d'autres sports. Et donc il y a un modèle d'organisation du sport en France qui est particulier et qui est différent dans d'autres pays, notamment dans le monde anglo-saxon.
Comment aujourd'hui une institution comme la région Occitanie, quel rôle elle joue par rapport à ça? Est-ce que sur la politique sportive publique en France, est-ce qu'il y a la volonté de préserver un modèle ou de le faire évoluer, Nadia Pelfig? Comment vous agissez au niveau local pour maintenir comme ça l'émergence de nouveaux talents? Quel rôle joue le politique là, dans cette histoire? Vous savez, quand vous demandez à un homme ou une femme politique, a fortiori, si il laisse faire ou s'il agit, il vous répondra toujours qu'il agit. Quand on interroge les sujets de la performance sportive, je crois que le point commun de ce qui a été développé ici, c'est qu'avant qu'il y ait performance sportive, avant qu'il y ait data, avant qu'il y ait techno, il y a l'humain, les femmes et les hommes. Et donc, avant d'avoir des champions ou des championnes, il faut déjà avoir une population qui s'inscrit dans la pratique sportive. Et parmi celles-là, ou ceux-là, vous trouverez des talents. Mais la force de la région Occitanie, c'est d'avoir un peu plus de 1 350 000 licenciés sportifs, 24% de la population qui fait du sport. Et parmi ceux-là, il y a 1400 inscrits dans des clubs de très haut niveau, qui sont sur les listes ministérielles de haut niveau et d'espoir, qui sont aussi dans les pôles d'excellence, dans les clubs élites, dont parlait Sandra notamment. La question, c'est comment on accompagne, d'une part, l'émergence de la pratique sportive, et comment on fait en sorte qu'il y ait des équipements de pointe qui permettent, parmi toute cette pratique sportive, de détecter les champions. Donc d'abord, il faut des équipements. Et là, la puissance publique, je suis désolée, mais doit continuer à financer parce qu'il n'y a pas encore de modèle économique complètement abouti, y compris pour les clubs professionnels qui sont toujours en recherche de ces modèles économiques. Donc 40 000 équipements en Occitanie, mais ça se finance. Ça veut dire aussi que, pour notre part, on considère que la baisse des moyens du CNDS, qui justement contribue à ces financements, est grave pour former les champions de demain, et qu'il ne suffit pas de décréter qu'on aura 80 médailles aux prochains Jeux Olympiques pour les avoir. Pour ça, ça veut dire qu'en amont, il faut travailler une pratique sportive de performance avec des moyens qui ne sont pas le cas. Aujourd'hui, il y a une paupérisation du milieu du sport. Il faut avoir aussi de l'encadrement, c'est-à-dire des animateurs, des éducateurs sportifs. Il faut faire en sorte qu'ils puissent être présents sur les territoires en proximité des athlètes, parce qu'autrement certains d'entre eux n'iront pas dans les clubs de performance. Et aujourd'hui, on sait encore qu'on a des athlètes de très haut niveau sélectionnés dans des championnats importants, mais qui ne peuvent pas toujours y aller, ou alors qui vont à leurs frais personnels. Et ça, c'est aussi se priver des talents qui existent dans le territoire. C'est le premier volet. Le deuxième, et je serai rapide, au-delà de la pratique sportive, nous, ce qu'on veut développer, c'est l'économie du sport. Pourquoi? Le sport en France, c'est 38 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est énorme. C'est une part du PIB de 1,8%. Sauf que quand vous pratiquez le sport, vous, moi, et que vous achetez des baskets, un maillot, etc., ben, généralement, ce que vous achetez ne bénéficie pas à la croissance du territoire ni aux emplois du territoire, parce que c'est produit ailleurs, c'est distribué sur le territoire. Et donc le job de la région et le mien, en charge du développement économique, c'est de faire en sorte que tout ce qui est généré comme chiffre d'affaires par le sport puisse être une valeur ajoutée sur le territoire, au-delà de la performance sportive. Il faut conjuguer performance sportive et performance économique pour avoir une population, un niveau de compétence, mais surtout un niveau d'emploi, de qualité de vie, d'épanouissement personnel. Mais on peut y revenir sur les moyens. Je vois quelques-unes des start-up qui font l'économie du sport en région, et c'est aussi les raisons pour lesquelles on a créé des événements comme le Sport-Up Summit, mais je vous dirai ça tout à l'heure. Sandra Fox, là je m'adresse à la présidente du conseil d'administration du CREPS de Toulouse. Vous réfléchissez à l'organisation du sport en France. Il y a eu un débat récemment autour du budget du ministère des Sports. Mais est-ce qu'en France, on ne raisonne pas encore trop en termes de, voilà, c'est l'État qui doit s'occuper de tout? Est-ce que malgré tout, dans le système anglo-saxon, où là on le voit, les universités, la formation repose beaucoup sur les clubs et les universités, a pas quand même de bonnes choses dont on pourrait s'inspirer? Disons qu'aujourd'hui, le monde de l'organisation du sport en France, depuis des années, hein, pas depuis quelques années, mais depuis des années, est sur une fin de cycle. L'organisation, tout État, toute fédération, avec des centres d'entraînement très précis à un endroit, a vécu. Des privés sont venus, l'équipe Lagardère, d'autres sponsors sont venus pour essayer, on va dire, de créer des équipes et des teams professionnels. Tout ça est au détriment de la détection. Donc aujourd'hui, les fédérations, les grands clubs ont réinventé un modèle de détection. On en a parlé précédemment. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'accélération de la fin de ce cycle-là est quand même catastrophique, parce qu'on a les Jeux dans 6 ans,
et d'accélérer cette fin de fédération au profit des universités, des grands clubs, fait que derrière, le modèle, surtout sur les sports qui ne sont pas très argentés, mais qui ramènent des médailles olympiques. Les 80 médailles olympiques, c'est pas qu'avec des sports pros qu'il va falloir les gagner, c'est aussi avec des sports amateurs. Et ces sports amateurs, aujourd'hui, ils vont se retrouver privés d'une manne d'organisation, notamment avec les conseillers techniques régionaux qui vont être éliminés les uns après les autres, et donc avec une perte de pouvoir des fédérations sur les territoires. Donc aujourd'hui, les territoires doivent s'organiser s'ils veulent voir émerger des talents. Donc c'est mal parti pour les Jeux Olympiques, c'est ce que vous nous dites ? Moi, je suis très très pessimiste sur 2024, oui, ça c'est sûr. On le voit déjà, les 3-4 sports phares qui ramènent des médailles depuis des décennies, depuis 4-5 ans, n'amènent plus rien, zéro. C'est même plus une ou deux, c'est zéro. C'est-à-dire se font complètement doubler, tout simplement parce que il n'y a plus la confiance, les fédérations sont un peu désorientées, n'ont plus l'argent pour amener leurs équipes de France, les détections qui s'opèrent ou les pôles espoirs moins de vocation organisés. Peut-être aussi, non ? Il n'y a pas des sports qui sont délaissés au profit d'autres ? Non, c'est, je pense, une histoire de cycle, sauf que là, à l'époque, quand il y avait un qui baissait, on se souvient du judo, il en est, enfin sur une Olympiade, les autres étaient toujours là. Là, la problématique qu'on voit, c'est que tous ces sports-là baissent d'un seul coup. Et malheureusement, il y a aussi des facteurs de confiance. Et quand vous arrivez à un championnat du monde ou un Jeux olympiques avec tous les problèmes de la fédération qui sont sur votre dos, les stages qui n'ont pas pu être organisés, les déplacements en Coupe du Monde que vous avez dû vous payer, le matériel qui n'a pas été financé, les galères de stage qu'il y a, les hébergements, font que cet état d'esprit au niveau des compétitions se ressent. On n'est plus en confiance. Et si on n'est plus en confiance, eh bien, ça se passe mal à chaque fois. Et donc, là où je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, cette organisation anglo-saxonne, où on va dans le tout privé, en France, on est quand même encore dans une identité latine. Et aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à cotiser pour des universités, ne sont pas prêts à cotiser sur des grands clubs, à moins que vous ayez beaucoup de moyens. Et là, la problématique, c'est qu'on va retrouver des talents qui n'ont pas d'argent et qui ne vont pas émerger. Et donc, il va y avoir cette problématique. Et là, l'enjeu de la région de Occitanie va être de revenir sur les territoires, aller chercher ces gens-là. Parce que les grands clubs, les grandes universités ne pourront pas faire ce travail-là. Donc moi je crois qu'il va falloir reconstruire un modèle. Le CREPS de Toulouse s'y prépare, c'est-à-dire que c'était un centre fermé un peu sur lui-même avec ses pôles France, ses pôles espoirs, ses formations, et aujourd'hui s'ouvre complètement. S'ouvre pour aller distribuer ou pour aller chercher dans les territoires les talents. Nadia Belfig, vous voulez rebondir dessus après Didier Lacroix. Ou Nadia Belfig, non, vous voulez juste Nadia bon. Non, parce que j'avais une question précise pour Didier. Toi, c'est après. Voilà. Non, parce que le Stade Toulousain est un vivier du rugby français. Hein. Vous êtes un très grand club formateur. Comment aujourd'hui vous faites pour... Il faut que tu répondes, toi. Je réponds sur le stade ou je réponds sur... On vous taquine, hein, Sébastien. Peut-être pour rebondir là-dessus, effectivement, vous m'y invitez. En fait, ça sera pas, on ne peut pas être dans l'incantatoire. On doit avoir des champions demain, on doit avoir une visibilité, etc. Le rôle de la puissance publique, c'est de le structurer et en partenariat, y compris avec des clubs pro. Moi, je ne pense pas qu'il faille opposer à cette étape les clubs pro et les clubs amateurs. Bien sûr, ils ont des problématiques différenciées, sauf que tous contribuent à leur place à l'excellence du sport français. Nous, on doit faire correspondre la performance sportive, la performance économique et prendre en compte la totalité du territoire. Sandra Forgue l'a dit, on a des CREPS, 2 en région Occitanie avec un pôle d'excellence à Font-Romeu. Qu'est-ce qu'on a fait récemment dans ce pôle d'excellence à Font-Romeu? On a fait un Sport-Up Summit. C'est quoi? C'est faire émerger des start-up du sport qu'on met dans des équipes pendant 48 heures avec des champions et des athlètes de très haut niveau qui les coachent, avec des investisseurs et avec des entreprises plus matures. L'objectif est très simple, c'est faire émerger aussi des champions économiques de demain. Quand vous irez tout à l'heure, messieurs, dames, dans le lab, vous verrez des startups qui vous proposent des simulations pour tirer des pénalités. Avec des simulations assez réelles, vous aurez des capteurs sur vos chaussures. Très bien, pour vous, ça sera ludique.
l'intérêt d'avoir des capteurs sur les chaussures et de faire en sorte que ce soit une entreprise française qui propose, et en l'occurrence Occitanie, vous comprendrez, qui propose ce type de service et de technologie, c'est faire en sorte que quand on améliore la performance sportive, on améliore aussi la performance économique, parce que si ce sont les moyens locaux qui sont mobilisés, ce sont les emplois locaux qui seront créés. Et donc faire émerger ces champions de demain, pour nous, c'est absolument décisif. Et c'est aussi parce que quand vous avez du textile connecté, dans une industrie textile qui a beaucoup souffert, mais à laquelle vous donnez un nouvel élan, mais il y a des datas qui sont produits justement. Et c'est faire en sorte de maîtriser aussi la collecte de ces datas, et que si on veut les valoriser, c'est au choix éventuellement des clubs de décider de les ouvrir, ces datas, et que ça ne soit pas gratuit et utilisé finalement par des grands consortiums qu'on identifie tout à fait outre-Atlantique et qui pourraient faire des modèles marchands sur ces bases-là. Il faut qu'on garde ces richesses-là en territoire et qu'on génère de la richesse à la fois de performance sportive et de performance économique. Et pour ça, il faut un volontarisme. Ça ne se fait pas tout seul. Didier Lacroix, je disais un instant, le Stade Toulousain est vraiment un vivier du rugby en France, vous formez beaucoup. Votre souci aujourd'hui, c'est quoi? C'est la détection des talents ou c'est de pouvoir garder ces talents au club? C'est une bonne question. Surtout, je voudrais faire le lien, pour répondre à cette question, à la thématique précédente de la notion économique autour du monde du sport. Et ce rapport d'opposition dont on entend trop souvent entre les clubs amateurs et les clubs professionnels. La finalité est différente dès lors qu'on est président d'un club professionnel, dès lors qu'on est un directeur d'un CREPS ou un élu. Mais quelque part, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est trouver le sens. Et dans tout ce qu'on a dit, je vais essayer d'être rapide. Aujourd'hui, être président d'un club professionnel et demander une subvention de fonctionnement, ça ne sert à rien. En revanche, on est sur plusieurs sujets, on vient de le dire. Lundi, on va être une vitrine des produits de Sud de France qui vont permettre de jouer dans le cours de la nutrition, de commencer à flirter avec l'essence même, et surtout en France, du rapport qu'on a entre le sport et la santé. Quand on parle de data et de textiles connectés, avoir les 2-3 performances de Fred Michalak pour savoir comment on l'entraîne, c'est totalement inintéressant à l'échelle réelle de ce que ça va pouvoir transmettre dans le domaine de la santé, puisque les textiles connectés ont vraiment une application pour demain matin sur les gens qui sont isolés et d'un âge avancé, pouvoir avoir pris ce territoire d'exploration. Parce que à quoi on a servi le Stade Toulousain? On a servi à la start-up locale de pouvoir véritablement développer son brevet dans un concert de compétition, pour après revenir en vulgarisant l'utilisation du produit sur le plus grand nombre et sur le plus grand public. Et là, on a de l'intérêt. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de pouvoir aller plus loin pour accompagner les gens dans ce secteur de la santé. Et après, on va parler d'économie. Après, on va parler d'économie. À qui on va les taper? Aux mutuelles, qui demain matin vont économiser de l'argent dès lors que l'ensemble du plus grand nombre, et je ne citerai personne parce que certains seront mis au sport très dernièrement dans cette salle, je ne les citerai pas, d'avoir eu la performance d'amener des gens qui n'ont jamais vu une paire de baskets de leur vie, ça doit être rémunéré sur le sport de haut niveau. Parce que le sport de haut niveau, c'est avant tout un outil de divertissement qui fait du bien à la tête. C'est-à-dire que quand la France est championne du monde ou quand la France gagne des médailles au JO, eh bien on a un peu plus la banane devant sa télé, on est un peu mieux dans sa vie et on est contributeur de la santé des Français. Soit par la pratique, soit à la fois le meilleur cadre pour pouvoir s'entraîner, mais également avoir la lucidité et l'intelligence de pouvoir de temps en temps sortir de cette consanguinité dans laquelle on peut être montré du doigt, amener un Jérôme Queneau, refaire venir un Frédéric Michalak, et c'est une proposition à part entière, une fois qu'il aura glané l'ensemble de son expérience autour de Lyon, pour pouvoir revenir au Stade Toulousain et faire que ce stade soit notre stade dont on est super fiers avec nos jeunes joueurs et les talents, puisqu'on représente quand même, les jeunes joueurs représentent, pour finir sur la question, 55% de notre effectif aujourd'hui, dont on est très fiers. Frédéric Michalak, ces jeunes talents-là, quand vous les observez,
Il y a une demande toujours plus forte, hein, il y a un culte de la performance toujours plus fort, on leur demande davantage et tout, donc avec des moyens de mesurer leur performance. Est-ce que le prix à payer aujourd'hui pour devenir vraiment un sportif de très haut niveau n'est pas plus élevé qu'auparavant? Avec ce prix, on le connaît parfois, hein, c'est le dopage, un grand isolement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ou pas? Ça ne vous inquiète pas? Non, je ne suis pas forcément inquiet. Je crois que Quel conseil vous donneriez à un jeune qui veut devenir le futur Michalak? Aujourd'hui, le seul message que l'on peut leur faire passer, c'est déjà de travailler à l'école. Je pense que c'est quand même la priorité. On est juste des sportifs de haut niveau. Alors nous, dans le rugby, on est quand même plutôt bien lotis, avec aujourd'hui des salaires qui sont plutôt conséquents et une économie plutôt sympathique, on va dire, pour le futur. Maintenant, je pense quand même aux autres sports. Et quand je pense aux autres sports qui sont dans la difficulté, qu'il y a moins de budget pour ces sports-là, forcément ça m'inquiète parce que pour moi c'est avant tout pour eux que je vibre quand je suis devant la télé aux Jeux Olympiques. Alors le sport c'est une éducation, donc à partir de là il faut essayer de mettre beaucoup plus de sport dans les écoles, repenser notre modèle, un modèle anglo-saxon qui s'appuie sur les écoles pour pouvoir faire des sportifs avec une tête bien vissée et derrière des universités avec des clubs et des joueurs qui arrivent à sortir de ces universités pour jouer dans des grands clubs pro qui sont préparés au plus haut niveau. Maintenant, si je veux encourager des jeunes joueurs dans le rugby à réussir, c'est de s'entraîner dur, de travailler, d'essayer de faire la part des choses, d'être bien entouré, de regarder le moins possible les médias, même si certains à part médias, le point. À part le point, bien sûr. Mais de garder en tête et d'avoir le recul nécessaire pour pouvoir analyser les choses, parce que ce n'est que du sport, il faut rester humble. Nadia Pelvic, vous vouliez... on a le droit, on est entre nous, on a le droit de dire, on a le droit de pousser oui, puis on va prendre même quelques questions. Écoutez, il y a une super hypocrisie, moi je trouve de toute façon dans notre société française, c'est-à-dire qu'ici, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le sport est un vecteur d'énergie positive. Il n'y a pas aujourd'hui une femme ou un homme politique qui ne souhaite pas aller poser à côté de champions. On est champion du monde, tout le monde se précipite sur la photo, on est champion de machin, tout le monde se précipite sur la photo. Il n'y a pas de problème. Par exemple, il y a un club ici, Frédéric parlait de sport dont les crédits baissent. Il y a un club qui a des médaillés olympiques, des champions du monde, depuis des années. C'est Dauphin du TOEC. Et il a des subventions qui baissent depuis des années. Je suis sûre que le prochain champion qui sortira des Dauphins du TOEC, on sera très nombreux pour aller devoir poser avec. La réalité, c'est qu'il faut les accompagner pour avoir ces champions. La réalité, c'est que c'est des budgets. Et donc, à chaque fois qu'on vous dit le sport est un pilier de notre société, certes, mais je trouve qu'on se mobilise beaucoup plus budgétairement, s'entend, et quand on parle de puissance publique, il faut interroger combien on y met, quelles sont les ressources humaines, les directions qui sont mobilisées pour accompagner le sport. Et on se mobilise beaucoup sur d'autres piliers qu'on dissocie, notamment celui de la culture. On met en avant les crédits qu'on met sur la culture, et on a raison de mettre des crédits sur la culture. Mais la culture, le sport, si ce sont des piliers de la République, dans le vivre ensemble, dans la cohésion sociale, pour toute une partie de notre jeunesse, auquel ça apporte une socialisation, aux parents qui accompagnent les jeunes autour des terrains, il faut investir. Le sport, ce n'est pas une dépense pour la puissance publique, c'est un investissement qui va au-delà de la performance sportive. C'est un investissement sur les piliers républicains que sont les nôtres. Et donc oui, il faut les accompagner, il faut être en capacité de dire très clairement que si on doit aller acheter de la basket, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas mis, et qu'en plus on a mal au dos, moi j'assume de dire, allez voir Enco. Enco, ils sont fournis en région Occitanie, et ils ont une super technologie qui est présentée dans le lab. Mais Enco, ils ne vendaient pas de chaussures. Et c'est quand ils ont eu un Innovation Award à Las Vegas, et non pas à Paris, non pas à Toulouse ou à Montpellier, à Las Vegas, parce qu'on l'y a accompagné, qu'aujourd'hui ils distribuent 80 pays dans le monde. Ils n'auraient pas pu le faire s'ils n'avaient pas été accompagnés par la puissance publique, pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce qu'il faut leur donner de la visibilité. Et notre job, c'est d'accompagner, de financer et de donner de la visibilité. Et particulièrement aux entreprises et aux clubs amateurs ou à ceux qui souffrent de défauts budgétaires. On a la chance d'avoir, avec le Stade Toulousain, la marque de rugby la plus connue en Europe. Alors là aussi, continuons nos efforts et continuons à avoir des champions partout. Merci Nadia Pelvic. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle, peut-être?
Alors, je ne sais pas. Il y a Aurélie Jean qui veut poser une question. Merci beaucoup pour vos propos. Moi, j'avais une question concernant la donnée, justement, parce qu'on a parlé, vous avez mentionné brièvement en fait la santé et le sport. Et c'est que la donnée, elle permet de mesurer, peut-être d'évaluer, d'anticiper les performances, mais elle peut aussi permettre d'anticiper, ou en tout cas d'évaluer les risques par rapport à des blessures et des accidents. Et il y a des choses qui sont faites, par exemple, dans le football américain, où on met des capteurs dans les casques pour mesurer en fait les évolutions de pression durant un match et même à sortir le joueur du terrain lorsque la pression est trop forte ou il a subi beaucoup trop de collisions, d'impact. Et je voulais savoir si vous saviez s'il y a des choses qui sont faites au rugby dans ce sens-là pour pas seulement mesurer la performance, mais aussi les risques de blessures ou dans d'autres sports. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites autour de ça? Est-ce que vous connaissez des startups? Qui veut répondre? Didier Lacroix. Ouais, alors c'est vraiment le territoire expérimental de ces textiles connectés qui vont nous le permettre. Aujourd'hui, les joueurs, par ce couvert de Fred, sont équipés de la donnée, enfin, le GPS, et c'est uniquement de la géolocalisation. Après, il y a tout ce qui est fréquence cardiaque également, qui est mesurée. Mais demain matin, ça va être tension artérielle, température, fréquence cardiaque et GPS. Et c'est la corrélation des 4 données qui nous amène dans les zones de risque. C'est cette analyse-là qui nous amène dans les zones de risque. Donc on est en train d'y venir petit à petit. Mais encore une fois, et tant mieux, quelque part, on a parlé de la data et dans le domaine du sport que sur l'axe de la pratique. Mais nous, aujourd'hui, la data dont on a le plus besoin, c'est la big data, de connaître notre consommateur, de savoir si la personne a été invitée par un partenaire, si elle a été invitée, si elle a payé sa place, si elle a payé sa place en tarif réduit, savoir comment, et ça on travaille avec beaucoup de startups locales, comment on se sert de la géolocalisation de l'ensemble des buvettes et des espaces de consommation sur le stade, comment on gère la mobilité et les contraintes que peuvent être l'accessibilité des stades au travers de la mobilité, c'est-à-dire que vous aurez dès le mois prochain sur l'application du stade, on part du Quai des Savoirs. Comment on fait pour venir le plus facilement au stade Ernest Vallon? Est-ce qu'il faut prendre le tram et un vélo? Est-ce qu'il faut prendre une partie à pied par les bords du canal et arriver tranquillement? Est-ce qu'il faut venir en voiture? Et si oui, où c'est que je vais me garer? Quelles sont les capacités des parkings? Toutes ces données-là, qui sont des données purement commerciales, elles sont hyper intéressantes et c'est aussi notre contribution au développement des structures actuelles et notamment du travail que fait Nadia avec la région sur toutes ces startups qui nous accompagnent et qui permettent d'avoir, grâce au Stade Toulousain, un éclairage supplémentaire. Nous, on est un catalyseur, un projecteur supplémentaire, ce qui permet d'arriver demain matin à Las Vegas ou dans un salon avec une marque qui parle un petit peu plus que s'il l'avait fait avec quelqu'un d'autre. C'est aussi notre contribution à l'économie locale. Merci Frédéric. Michel, un dernier mot. Oui, juste, je pense que Aurélie, je te voyais venir pour tout l'aspect santé. Je pense que le rugby est un sport de combat où il y a énormément de chocs. Et tout cet aspect-là nous intéresse énormément. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le joueur de rugby, on se pose énormément de questions. Comment on peut protéger sa santé liée à des commotions et liée à différents traumatismes qui a vu le jour il y a quelques années dans le football américain et qui, nous, aujourd'hui, on n'arrive pas encore à l'exploiter et à savoir finalement est-ce que le joueur est dans un état critique ou pas. C'est malheureusement une grande question dans laquelle le rugby français se pose. On demande à des arbitres aujourd'hui d'analyser cela alors qu'ils ne sont pas forcément formés. Donc là aussi, on encourage les startups et les laboratoires à chercher des nouvelles façons de pouvoir détecter. Merci. Je rassure les mamans qui sont inquiètes sur les protocoles commotion. Si vous en parlez avec les joueurs, ils vous disent que le protocole commotion
Vous savez, quand l'arbitre s'arrête, décide d'un protocole commotion, on sort du terrain, on va passer 10 minutes devant un médecin qui est censé vous dire si vous êtes apte à re-rentrer ou pas re-rentrer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a aucun joueur qui re-rentre. Même le mec le plus valide, s'il passe le protocole commotion, il ne rentre jamais. C'est tellement compliqué, on est tellement dans le protectionnisme qu'il n'y a aucun joueur qui rentre actuellement. Bon, faut faire gaffe aussi à cette surprotection à un moment dans le domaine du sport. On sait qu'on se met en danger. Parler à un pilote automobile, il sait où il va. Là, bien sûr qu'on recherche sa sécurité. On est aussi là pour ça. On va un peu plus loin que le tout un chacun. L'hyperprotection pour l'hyperprotection, moi je ne suis pas forcément un grand fan d'eux, parce qu'à un moment, elle déforme également le sport. On le regarde au travers d'un prisme qui est, à mon avis, très déformant, parce que la dangerosité du rugby dont on veut bien parler est largement, pour moi, surestimée par rapport aux bienfaits qu'elle amène également. Merci Didier. Je propose, alors malheureusement... Je voudrais juste rajouter à ça, c'est qu'on essaye de relier le sport de haut niveau à la santé, mais le sport de haut niveau n'a jamais été la santé. Moi, j'ai 2 opérations à mes épaules. Enfin, il y a toujours des traumatismes liés à certains sports. Il n'empêche que les recherches qui sont faites dans ce sport de haut niveau permettent justement, après, pour le pratiquant de tous les jours, d'avoir un sport santé. Mais il ne faut pas faire amalgame. Hein. Merci beaucoup à nos invités. Alors, on a parlé de sport, mais on vous a réservé une petite surprise diététique. Je vais demander à... Alors, c'est Didier, hein, vous allez nous expliquer. Ouais, non, mais c'est surtout, est-ce que Étienne est dans la salle Alors Étienne Gernet est là, il va nous rejoindre. On a beaucoup parlé hier soir avec Fred, avec Nadia, avec Sandra, et effectivement, on a actuellement, au-delà de la santé, la nutrition, on a un gros débat de fond avec Guillaume Gomez, avec Michel Saran, sur cet objet-là. Voilà, ça. Et on a un média national, le Point, le grand média national du Point. Il est connecté. Hein. Donc, pour dépasser un peu le sujet du jour, la question est de savoir si ça... C'est quoi? C'est bien une viennoiserie. Ah. Mais d'abord, c'est une viennoiserie. Le pain n'est pas une viennoiserie. Et non. Donc, pain au chocolat, c'est exclu. Messieurs... Étienne, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je suis désolé, on va la distribuer. Vous allez entendre majoritairement, enfin, c'est pas majoritairement, mais exclusivement le nom. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Chocolat. Ah, voilà. C'est tout. Ça s'appelle un pain au chocolat. Mais non. Vous êtes dans le déni du pain. Sinon, mangez juste le chocolat, vous pourrez dire c'est une chocolatine. Il y a du pain avec. Écoutez, ça vient. D'ailleurs, le pain chocolat, ça ne vient pas de nulle part. Hein, c'est du latin. Et ne sois pas objectif sur le sujet. Non, parce qu'il faut qu'on emploie le même vocabulaire. Et l'article est attendu. Moins de 45 jours, bien entendu. On a quand même un pâtissier dans la salle qui devrait. Voilà, Monsieur Michelac, vous êtes pâtissier, c'est ça? Est-ce que tu es ambassadeur de la chocolatine en Vallée du Rhône? Tapissier. C'est mon frère, pâtissier. Bon alors c'est bon? Alors, dis-le, allez. Est-ce qu'on l'a tous? On fait un test à l'aveugle. Il a déjà mangé, lui. Il avait faim, lui. Hein. Alors, monsieur, celui qui a commencé, là. Est-ce que tout le monde l'a? Ouais. Alors, on peut la brandir et on l'appelle comment? Chocolatine. Chocolatine. Désolé, Étienne. Merci et bonne journée à tous. Écoutez, il y a 200 chocolatines et un pain au chocolat. C'est bien la preuve que le pain au chocolat, c'est plus rare. C'est le caviar de la viennoiserie. Ouais, mais nous, ici, on défend les démocraties populaires et l'expertise citoyenne. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup. On peut encore les applaudir, merci à vous. On revient dans 1 minute, le temps de... Vous pouvez emporter vos chocolatines, hein, c'est... Ou pain au chocolat, oui, pardon.